Bonjour à tous. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi un ordinateur fait une chose et pas une autre? Dans cette vidéo, on va aller à la rencontre des idées qui ont défini le type de calcul réalisable par un ordinateur. L'élément central est la thèse de Church-Turing sur la calculabilité. C'est pourquoi dans un premier temps, on verra le contexte qui a permis de créer cette thèse, puis la thèse en elle-même, et enfin des critiques de cette thèse avec un avenir possible grâce aux ordinateurs quantiques. Alors, let's go! Première partie, la naissance de l'ordinateur. Début XXe siècle, une interrogation nommée l'ignorabimus divise la communauté scientifique et qui est: existe-t-il des questions sans réponse? Hilbert est persuadé que c'est faux. Et pour le prouver, il fait deux choses. 1. Il crée un programme et 2. En 1900, lors du second congrès international des mathématiques, il publie une liste de 23 problèmes dont le second fait directement référence à l'ignorabimus. Manque de chance, Hilbert avait faux, et c'est Gödel avec son second théorème d'incomplétude qui le prouve en 1931. C'est donc l'échec du programme de Hilbert. La question se transforme donc en « mais qu'est-ce qui est calculable ?» Et c'est là que Church et Turing entrent en jeu. Deuxième partie, une idée qui changera le monde. Changement de décor. En 1930, Church publie une thèse qui définit la calculabilité comme ce qui est réalisable par un ensemble fini de règles de calcul, comme le 0, le plus 1 et bien d'autres. Church définit aussi le lambda calcul qui permet de manipuler des fonctions calculables. Actuellement, des langages de programmation comme le Haskell ou le OCaml sont basés sur le lambda calcul. Ainsi, OCaml est un calculateur universel capable de calculer tout ce qui est calculable et seulement ça. De l'autre côté du monde et en 1936, Alan Turing définit le calcul grâce au concept abstrait de la machine de Turing, un objet mathématique capable de faire des calculs. Vous l'avez deviné, c'est la définition de l'ordinateur. Alors, laquelle de ces définitions est la bonne? Pour le savoir, Turing part rejoindre Church. Ils démontrent ensemble que chacun des systèmes peut simuler l'autre. Donc les deux définitions sont équivalentes. En plus de ces deux définitions, d'autres reformulations ont popé au fil des années. Ainsi, Post, Markov, Wang et d'autres ont proposé des idées originales pour définir le calcul. C'est très intéressant, mais il faudrait un épisode entier pour expliquer leurs idées. Bref, ce que peut calculer un ordinateur est donc basé sur la thèse physique de Church. Troisième partie, en route vers la maîtrise de l'univers. De nos jours, plusieurs visions de la thèse de Church-Turing s'opposent. Les philosophes Copeland et Proudfoot affirment même que la conception actuelle de la thèse de Church-Turing est un mythe. En effet, pour eux, il est faux d'affirmer que cette thèse limite ce qu'une machine peut faire. À la base, la machine de Turing universelle est simplement capable de copier le comportement d'un mathématicien travaillant sur papier. Cette idée provient à l'origine de Robin Gandhi, un ancien élève d'Alan Turing. Dans l'article Principle of Mechanism, Robin Gandhi distingue la thèse originelle de Church-Turing à une thèse M plus moderne qui dit que tout ce que peut faire une machine est calculable. Selon lui, le sens même de la thèse de Church-Turing a été dévié au fil du temps. Il nous faut donc dépasser la vision anthropocentrée du calcul. Ainsi, des physiciens comme Seth Lloyd ou Lee Smolin soutiennent que la recherche physique doit se concentrer sur la notion d'information et non de matière. Cette physique de l'information a permis de comprendre des phénomènes quantiques fondamentaux, et la théorie de la cohérence quantique en fait partie. Cette théorie explique pourquoi le principe de superposition est non observable à grande échelle. C'est Erwin Schrödinger qui illustre ce principe grâce à son célèbre chat. Un chat est mis dans une boîte avec de la matière faiblement radioactive et un dispositif pour tuer l'animal en cas de désintégration d'un atome radioactif. Tant que l'on n'observe pas le contenu de la boîte, le chat est à la fois mort et vivant. La physique théorique est donc informationnelle, elle deviendra peut-être computationnelle. Ainsi, en 1970, Fredkin et Toffoli proposent de concevoir l'univers comme un ordinateur géant parallèle. Les particules deviennent des motifs d'information sur une grille de microprocesseurs et non des entités matérielles entrant en collision et se désagrégeant. Quand on regarde sur un écran un chien et sa balle, la balle peut être considérée comme un assemblage de pixels plutôt que comme une vraie balle. En 1980, Robin Gandhi affirme que l'univers peut être simulé grâce à un ordinateur classique à mémoire illimitée. Il énonce trois principes qui sont: les lois de la physique sont homogènes, identiques dans le temps et dans l'espace. Les lois de la physique sont causales, l'information ne peut se propager à une vitesse supérieure
à la vitesse de la lumière. Donc l'état d'un système dépend de celui de ses voisins. Et enfin, un volume d'espace fini ne peut contenir qu'une quantité finie d'informations. Donc dans un système où l'espace se décompose en cubes, chaque cube est décrit en sa totalité par l'information. Donc l'univers est réduit à une sorte d'ordinateur parallèle ou automate cellulaire s'approchant du jeu de la vie de John Conway. Mais cette idée est incompatible avec la théorie quantique, car un système à deux états, tant qu'il n'est pas observé, peut se retrouver avec une infinité d'états superposés possibles. Cependant, le physicien et prix Nobel Feynman découvre la solution avec la physique numérique et les ordinateurs quantiques. L'information n'est plus des bits dont les états sont des 0 et des 1, mais des qubits dont les états sont des superpositions de 0 et de 1. Le troisième principe de Gandhi devient donc un volume d'espace fini ne peut contenir qu'un nombre fini de qubits. Donc il est bien possible que d'ici quelques années, l'univers soit représenté comme un ordinateur géant. Voilà, c'est fini. Merci à vous d'avoir regardé jusqu'à la fin. J'espère que ça vous a plu et à la prochaine fois.